grande cérémonie a été organisée ce jeudi 10 octobre pour célébrer le 70e anniversaire de la journée de la libération de la capitale. Un mois après le passage de la tempête numéro 3, les pêcheurs de Quang Ninh reprennent progressivement le rythme de travail et de production aquatique. Rencontrons en fin d'édition un couple franco-allemand qui a choisi de passer leurs années de retraite à Quang Nam et brave le soleil et la pluie pour y nettoyer les plages. Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue au journal francophone. Une grande cérémonie a été organisée ce jeudi 10 octobre au Centre national des congrès à Hanoï pour célébrer le 70e anniversaire de la journée de la libération de la capitale, 10 octobre 1954, 10 octobre 2024. Étaient présents le secrétaire général et président Tô-Lâm, le président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn, les dirigeants de la ville de Hanoï ainsi que des intellectuels, des dignitaires religieux et des représentants des forces armées de la capitale. Dans son discours, le secrétaire général et président Tô-Lâm a rappelé l'héroïsme de l'armée et du peuple du pays en général et de Hanoï en particulier pour la libération, soulignant que la capitale se joint désormais aux efforts nationaux de renouveau et d'intégration internationale. Aujourd'hui, Hanoï est le centre politique et administratif du Vietnam, un centre majeur de la culture, des sciences, de l'éducation et de l'économie, ainsi qu'une porte d'entrée pour l'intégration internationale. Tô-Lâm a exprimé son espoir que la capitale s'efforcera d'être un exemple brillant et une source de fierté pour les habitants de tout le pays. Avant la cérémonie, une délégation de hauts dirigeants du pays est allée rendre hommage au président Ho Chi Minh dans son mausolée et déposer une gerbe de fleurs au mémorial des morts pour la patrie, rue Bắc Sơn à Hanoï. Il y a 70 ans, le 10 octobre 1954, Hanoï était libérée. Vivant à ce moment historique, les témoins conservent encore leurs émotions et leurs souvenirs de ces années inoubliables. En regardant cet événement historique, de nombreux signes montrent que le jour de la libération de la capitale était prédéterminé dans la ferme croyance des Hanoïens au jour du retour. Hanoï, dernier jour de décembre 1946, plus de 1200 soldats se sont retirés de Hanoï vers la zone de guerre pour construire une base afin de se préparer à une longue guerre. Ils sont partis avec la détermination de gagner la guerre et de revenir libérer la capitale. Après 9 ans de résistance, nous sommes retournés à Hanoï pour tenir notre promesse envers les habitants, promettant de revenir un jour à Hanoï. Nous sommes très fiers et heureux. Le souvenir du jour du retour reste intact dans la mémoire des combattants. Le silence avant la prise de contrôle et l'éclat de joie le jour de la rencontre. Une capitale paisible et intacte. Lorsque l'ennemi ne s'était pas encore retiré, la capitale était très déserte et solitaire. Lorsque les soldats entrèrent, la population les accueillit avec enthousiasme. Hanoï n'était pas endommagé. L'électricité était allumée, le train roulait toujours, cette complétude était unique au monde. Le 10 octobre 1954, les troupes s'emparent de la capitale, marquant la fin réussie de notre guerre de résistance contre les colonialistes français. La victoire de Dien Bien Phu oblige les Français à signer les accords de Genève et à accepter le retrait des troupes du Vietnam. Hanoï est devenu le cœur du pays. À l'âge de 91 ans, M. Khang chante toujours la chanson « Rendez-vous à Hanoï » du musicien Văn Cao. Cette chanson a été écrite 5 ans avant ce grand jour. La croyance en une victoire prédisait le jour de la libération. 70 ans après le jour de la libération de la capitale, Hanoï est aujourd'hui non seulement une ville avec une histoire riche, mais aussi un symbole de développement et d'intégration profonde. Avec ses réalisations, Hanoï se tourne vers un avenir radieux. Cela continue d'affirmer la position de la capitale dans le cœur des citoyens nationaux et des amis internationaux.
Le palais des enfants de Hanoï a été achevé juste à temps pour le 70e anniversaire de la libération de la capitale. Il constitue un cadeau spécial pour les enfants de la ville. Parallèlement à cela, l'exploitation des lignes ferroviaires urbaines, des rocades et de nombreux autres projets d'infrastructure ont transformé l'apparence de la capitale. Les citoyens sont heureux et satisfaits. Nous récoltons les fruits du développement de notre capitale. Nous sommes profondément reconnaissants de la croissance de la capitale en termes d'infrastructures, de routes et d'architecture, en particulier de l'avancement du commerce et de l'industrie. Autrefois dévastée par la guerre, Hanoï s'est relevée et s'est progressivement développée. La ville a reçu 3 fois le prestigieux ordre de l'Étoile d'Or et a obtenu le titre de capitale héroïque. En 1999, l'UNESCO a reconnu Hanoï comme la ville pour la paix. L'une des 5 villes exemplaires au monde et la seule représentante de la région Asie-Pacifique. Hanoï possède un trésor culturel extrêmement diversifié et de longue date. La culture est considérée comme l'un des éléments clés des stratégies de développement de la ville. Hanoï a fait un excellent travail dans la promotion des industries culturelles, l'avancement des programmes d'éducation au patrimoine, l'encouragement de la participation des jeunes et la création de davantage d'espaces créatifs et culturels. La résolution numéro 15 du Politburo sur les objectifs de développement de Hanoï jusqu'en 2030, avec une vision jusqu'en 2045, fixe l'objectif de construire une capitale civilisée, moderne et culturelle. Cela permettra à Hanoï de devenir le moteur du développement du delta du fleuve Rouge et de la région économique clé du Nord. Héritant de la tradition millénaire de Thanglam Hanoï, le comité du parti de la capitale, les autorités et la population maintiennent toujours la tradition de solidarité et d'unité. Nous nous efforçons constamment d'appliquer de manière créative la politique d'innovation du parti pour promouvoir le développement global de la capitale. Au cours des 70 dernières années, Hanoï s'est efforcée de devenir une ville digne de son statut de cœur de la nation. La capitale millénaire du Vietnam est maintenant non seulement un centre politique, économique et culturel, mais aussi une destination attrayante pour de nombreux hommes politiques et amis internationaux. Passons tout de suite à d'autres informations de l'actualité. Ce jeudi matin à Vientiane, au Laos, le Premier ministre Phạm Minh Chính a participé au sommet ASEAN-Chine, ASEAN-République de Corée et ASEAN-Japon. S'exprimant lors du 27e sommet ASEAN-Chine, le chef du gouvernement vietnamien a proposé que l'ASEAN et la Chine améliorent leur résilience et favorisent une connexion étroite, complète et inclusive. L'ASEAN et la Chine ont intérêt à promouvoir les connexions stratégiques, en particulier au niveau des infrastructures stratégiques et des infrastructures de transport. Il faut également accélérer l'ouverture du marché, améliorer les portes frontalières et coopérer dans le développement de l'économie numérique et de l'économie verte. Lors du 25e sommet ASEAN-République de Corée, les deux parties ont convenu d'adopter une déclaration commune établissant un partenariat stratégique intégral, marquant ainsi une nouvelle étape de développement à l'occasion du 35e anniversaire de l'établissement des relations. Phạm Minh Chính a proposé que l'ASEAN et la République de Corée contribuent de manière plus responsable à la paix, à la sécurité, à la stabilité et à la prospérité dans la région. Il a également plaidé pour plus de coopération économique en mettant l'accent sur la connexion des économies, la coopération culturelle, le tourisme, l'éducation et la formation. Prenant la parole lors du 27e sommet ASEAN-Japon, le Premier ministre Phạm Minh Chính a suggéré de renforcer les liens entre les deux parties, notamment sur le plan économique, commercial et d'investissement. Afin de créer un avenir de développement résilient et durable, le Premier ministre a suggéré que le Japon continue de coopérer et de soutenir les pays de l'ASEAN pour répondre aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles. Il a également proposé que les deux parties renforcent leur coordination stratégique pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la région.
En marche des 44e et 45e sommets de l'ASEAN à Vientiane, ce jeudi 10 octobre, les premiers ministres du Vietnam, du Laos et du Cambodge ont participé à un petit déjeuner d'échange avec le Conseil consultatif des entreprises de l'ASEAN. Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a souligné l'importance de la solidarité traditionnelle entre les deux pays. Les trois pays, basés de leur coopération et confiance mutuelle. Il a noté que malgré les progrès récents, la coopération économique et commerciale n'était pas encore à la hauteur des excellentes relations politiques et diplomatiques. Les trois premiers ministres ont convenu de la nécessité d'une avancée stratégique dans la coopération économique pour qu'elle soit à la hauteur du potentiel de leurs relations. Pham Minh Chinh a appelé la communauté des affaires de l'ASEAN à soutenir cet effort visant à aligner la cohésion économique sur les liens géographiques, historiques et diplomatiques existants. Après la tempête numéro 3, les pêcheurs et les aquaculteurs des eaux de Cẩm Phả, province de Quảng Ninh, ont eu perdu. Un mois après le passage de cette tempête, grâce aux efforts des pêcheurs et au soutien local, les agriculteurs et les aquaculteurs ont de nouveaux radeaux et de nouvelles cages, et les pêcheurs reprennent progressivement le rythme de travail et de production d'avant. Après près de 40 ans de pisciculture, Madame Phương et son mari envisagent d'exporter le dernier lot de poissons et de prendre leur retraite. Mais la tempête a anéanti le projet d'avenir. Ils doivent s'accrocher à la mer. Les grandes cages étaient cassées, alors nous les avons récupérées pour en faire une maison temporaire. Dans l'immédiat, nous essaierons d'attendre jusqu'à la fin de l'année pour écouler les lots de fruits de mer restants. Ces jours-ci, l'île Đông Cu est très animée. Ici, les pêcheurs tentent de récupérer les bouées en plastique, de renforcer les cages et de prendre soin des poissons restants. Dans un mois, il y aura suffisamment d'installations pour la reproduction. J'ai dû dépenser 120 millions de dong pour reconstruire ma maison et un radeau. Nous recevons le soutien des entreprises et des collectivités locales pour relancer rapidement la production. Les personnes dans la même situation s'entraident. Même si tout a été perdu après la tempête, Madame Tuyết n'était pas seule. Tous les gens m'ont aidé avec enthousiasme à retrouver le radeau, à le restaurer et à le reconstruire. Si je n'ai pas de nourriture à manger ni de vêtements à porter, ils me soutiennent. Dans la zone côtière de la ville de Cẩm Phả, sur 365 ménages agricoles, seuls quelques ménages ont pu conserver quelques parties de leur cage après la tempête. Afin de soutenir les pêcheurs, les autorités locales s'efforcent de mettre en œuvre des travaux environnementaux pour stabiliser la production. Après la tempête, chaque week-end, le comité de quartier s'est coordonné avec les pêcheurs de l'île Đông Cu pour collecter des déchets et les amener à l'endroit désigné. Tant qu'il y a des hommes, il y a des biens. Les pêcheurs recommencent avec l'espoir que la mer rendra bientôt ce qu'elle a pris. La demande de transport ferroviaire de marchandises entre le Vietnam et la Chine est très importante. Le volume des transports augmente, mais l'efficacité de l'itinéraire ferroviaire intermodal entre les deux pays reste limitée. Cela est dû au manque de synchronisation et à une infrastructure incomplète. Ce sont également les plus grands obstacles au commerce ferroviaire du Vietnam. Le temps de transport des marchandises de la gare de Nam Ninh, Chine à la gare d'An Viên, Vietnam prend 14 heures, soit un tiers du temps de transport par route ou par mer. Mais après 6 ans d'exploitation, la route intermodale Hanoi Đông Đang Nam Ninh ne compte que 3 trains par semaine en raison de la dégradation des infrastructures. Quant à Hanoi Lào Cai vers Yunnan, Chine, la fréquence de circulation est très faible, car l'écartement des rails n'est pas le même. De Kunming à Haiphong et au Vietnam ont rencontré des difficultés qui ont affecté les affaires. Depuis le début de l'année, le fret international a connu une croissance positive par rapport à la même période de l'année dernière. La demande de transport de marchandises entre les deux pays est estimée à 9 millions de tonnes par an. Le développement des chemins de fer intermodaux contribuera à stimuler le commerce bilatéral.
D'ici 2050, le chemin de fer actuel devra être modernisé pour transporter des marchandises traditionnelles telles que le minerai et l'apatite. En effet, pour accueillir environ 15 millions de passagers par an et 18 millions de tonnes de marchandises par an, il est nécessaire d'investir très tôt dans cette ligne ferroviaire. Dans la planification du réseau ferroviaire vietnamien pour 2021-2030, Vision 2050, l'un des principaux chemins de fer intermodaux sera la route Lào Cai-Hanoi-Hải Phòng, longue de 380 km et à double voie de 1435 mm. Il s'agit d'un chemin de fer transasiatique qui aide le Vietnam à se connecter à l'Asie centrale et à l'Europe. Actuellement, nous travaillons en coordination avec la partie chinoise pour préparer un rapport sur le projet ferroviaire Lào Cai, Hanoi, Hải Phòng, dans lequel nous évaluons le plan en fonction des besoins réels afin d'élaborer un plan d'investissement optimal. Selon les données d'évaluation, la construction de chemins de fer intermodaux aidera le Vietnam et la Chine à réduire les coûts logistiques et à améliorer la compétitivité des marchandises, favorisant ainsi la production et les affaires. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam pour ce 10 octobre. Le comité populaire de la province de Đông Tháp a annoncé une urgence après un glissement de terrain s'est produit sur la rive de la rivière Dien, dans le 11e district de la ville de Cao Lãnh. Le glissement de terrain de 130 mètres a touché 23 ménages et menacé la digue du 9e régiment. Les mesures immédiates seront prises, notamment le renforcement de la zone gravement touchée et le déplacement de 5 ménages de la zone dangereuse vers des endroits plus sûrs. Les autorités locales évalueront également le périmètre du glissement de terrain, installeront des panneaux d'avertissement et limiteront l'accès pour garantir le respect du principe 4 sur place en cas d'incident inattendu. La province de Hòa Bình a lancé ce jeudi le mouvement de 450 jours et nuits pour achever l'élimination des maisons temporaires et délabrées. Hòa Bình se fixe pour objectif de soutenir 100 ménages pauvres et quasi-pauvres du district de Lạc Sơn à construire de nouvelles maisons. Chaque maison reçoit un financement de 50 millions de dong. D'ici 2025, près de 3200 ménages éligibles bénéficieront d'une aide pour construire de nouvelles maisons. La province de Hòa Bình a soutenu 10 districts et villes avec un total de 19 milliards de dong pour construire 380 maisons. Thanh Hóa est la province où la majorité des habitants sont issus des minorités ethniques. De nombreuses familles sont classées comme pauvres, quasi-pauvres ou en difficulté. Une maison solide et belle est un rêve pour les habitants de cette localité. Ces dernières années, les mesures visant à éliminer les maisons temporaires et délabrées ont été mises en œuvre avec efficacité. Cela est considéré comme un point positif dans les efforts de réduction durable de la pauvreté de la province. Il y a un an, de nombreuses familles du village de pêcheurs de Thiệu Vũ, dans le district de Thiệu Hóa, ne pouvaient pas imaginer vivre dans des maisons solides. Cependant, en août 2023, avec le soutien des autorités locales et de généreux donateurs, 28 familles avaient été relogées depuis la côte. Les anciens du village se souviennent encore très bien de l'époque où ils utilisaient des bateaux comme maisons. Avec de nombreux enfants et une petite barque, chaque enfant n'avait qu'une seule chemise courte à porter. Chaque maison est située sur un tronçon de rivière très éloigné, de sorte que les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Maintenant, nous avons une maison et de l'eau potable à utiliser. Dans le district montagneux frontalier de Mường Lát, plus de 65% des ménages sont classés comme pauvres ou quasi-pauvres.
En raison du terrain escarpé et sujet au glissement de terrain, les maisons délabrées sont nombreuses. Thao Thị Pa, une femme Hmong, a pu construire une maison solide grâce à 80 millions de dong fournis par les autorités locales et le ministère de la Sécurité publique. Après le lancement du programme d'éliminer des maisons temporaires et délabrées, les conditions de vie des résidents s'amélioreront nettement, leur permettant de se concentrer sur l'économie de leur ménage et de contribuer à la stabilité politique locale. La famille de Vi Thị Nhân est classée comme pauvre et est l'un des premiers ménages de la commune de Quang Thieu à avoir une nouvelle maison solide. Thanh Hóa vise à aider au moins 5000 familles à construire ou à réparer leur maison d'ici fin septembre 2025. Auparavant, ma maison était petite et en désordre. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Notre vie est bien plus stable grâce à la nouvelle maison. Selon les statistiques, environ 18 000 ménages pauvres et quasi-pauvres de Thanh Hóa ont besoin d'aide en matière de logement. La mise en œuvre de l'initiative Élimination des logements temporaires et délabrés reflète la responsabilité de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. Le Vietnam est depuis longtemps une destination de choix de plusieurs expatriés. En plus de profiter du paysage magnifique, de la convivialité des gens et du coût de vie abordable, les étrangers qui choisissent de vivre au Vietnam contribuent littéralement au développement de leur pays d'hôte de leur propre manière. Dans ce chapitre, le Vietnam, terre d'accueil, rencontrons Jean-Marc et Sabine Mignot, un couple franco-allemand qui a choisi de passer leur année de retraite à Quang Nam et brave le soleil et la pluie pour nettoyer les plages ici chaque jour. Tous les jours, dès l'aube, Jean-Marc et sa femme Sabine se rendent à la plage près de chez eux pour leur routine matinale. C'est un endroit loin de la foule animée, typique des plages populaires. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu des gens jeter directement leurs déchets sur la plage. Les familles allaient en pique-nique et partaient sans ramasser leurs ordures. Cela me dérangeait vraiment, et je me suis dit, si c'est l'endroit où je vais marcher et nager tous les jours, je veux que ce soit propre. J'ai donc commencé à nettoyer la plage et c'est devenu une habitude. Avec un engagement sans faille, Jean-Marc et sa femme ratissent le table et ramassent tous les déchets qu'ils rencontrent. La plage est peut-être calme, mais les déchets qui s'échouent quotidiennement sur le rivage les occupent en permanence, transformant leur promenade quotidienne en un travail d'amour pour l'environnement. Lorsque nous ramassons les déchets, la plupart d'entre eux vont à la poubelle. Nous lavons et nettoyons ceux qui peuvent être recyclés et les passons à notre ami. Le matin, les gens peuvent se promener le long de la plage qui est propre. J'en suis très heureux. Leur dévouement au fil des ans a touché et inspiré la communauté locale. Même si tout le monde ne peut pas se rejoindre au couple pour chaque nettoyage, mais ils inspirent un mouvement, une vague de changement dans le cœur de ceux qui les entourent. Jean-Marc est ici depuis 3 ou 4 ans et, tous les jours, sans exception, il sort pour ramasser les déchets. Lui et sa femme sont vraiment des gens formidables. Il est incroyablement dévoué. Tous les matins, quand je cours ici, je vois ce couple de personnes âgées ramasser les déchets. Je les considère comme des modèles, qui m'incitent à partager leur exemple avec les jeunes générations afin qu'elles puissent poursuivre ce bon travail. Ce qu'ils font est un bel acte qui mérite d'être partagé avec tout le monde. Mais le couple ne s'arrête pas à ramasser les déchets. L'écologiste danois Frans Pedersen est l'un des fondateurs de l'initiative Not Just Plastic à Hội An. Sa mission est simple, mais ambitieuse. Changer la façon dont les gens perçoivent et traitent les déchets plastiques
en transformant des objets jetés comme des bouteilles, des gobelets et des pailles en de nouvelles créations pratiques. Lorsque Jean-Marc et sa femme ont entendu parler de l'initiative Not Just Plastic, ils ont vu une opportunité de transformer leur nettoyage quotidien de plage en quelque chose de plus significatif et utile. Comme il n'y a pas de poubelles placées sur la plage, leur travail contribue à garder la plage plus propre. Ils sont même allés jusqu'à 500 mètres jusqu'à l'hôtel Four Seasons pour nettoyer chaque jour 1 kilomètre de plage. Jean-Marc m'aide également à nettoyer les déchets plastiques, car ils peuvent être mélangés au sable et à l'eau de mer. Je suis très reconnaissant du soutien de Jean-Marc et Sabine. Chaque fois que nous faisons la collecte des déchets, nous ramenons toujours des objets que Franz peut recycler. Il fait un excellent travail. La plupart des déchets plastiques sont jetés ou brûlés, ce qui nuit à l'environnement. Mais grâce à son initiative, les ordures sont recyclées en objets utiles. Je trouve son projet vraiment significatif. Selon Sabine, leur travail ne s'arrêtera peut-être jamais vraiment, car le problème des déchets océaniques n'est pas seulement une préoccupation locale, mais mondiale. Pourtant, par amour pour le Vietnam et la beauté naturelle qui les entoure, Jean-Marc et Sabine sont déterminés à continuer, quel que soit le climat. Leurs efforts ne résoudront peut-être pas complètement le problème, mais chaque déchet qu'ils enlèvent est un déchet de moins qui nuira à l'océan ou au pays qu'ils chérissent. Je pense que mon mari va encore ramasser les déchets tous les jours. Mais cela en vaut vraiment la peine, car nous n'aimons pas voir du plastique et des déchets éparpillés partout. Je veux profiter d'une plage propre. La partie de la plage que nous nettoyons devient toujours beaucoup plus belle. J'espère aussi que les gens prendront progressivement conscience du fait qu'il ne faut pas jeter les déchets sur le sable sans discernement. La joie de ce que nous faisons vient de la gratitude de vivre dans cet environnement, parmi des gens gentils et sympathiques. Nous aimons le Vietnam et ne jugeons jamais les autres, ni ne nous considérons comme meilleurs. Ici, on ressent toujours un accueil chaleureux, ce qui est vraiment un privilège précieux. Et voici tout de suite les prévisions météo. Et c'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine.